Hey, salut camarades, bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Cette fois on va parler horreur. Alors il ne s'agit pas d'un top des meilleurs animes de l'histoire de l'humanité ou de mes animes préférés, ça n'aurait que peu d'intérêt. Il s'agit des animes que je pense les plus importants à connaître sur ce thème. Je les ai classés par ordre chronologique et j'ai essayé d'être le plus bref possible, il n'y a également aucun spoiler. Après un premier épisode d'introduction où on découvre un Guts mutilé dans un monde des plus sinistres, s'ensuit un long flashback de 24 épisodes pour comprendre comment il en est arrivé là. Il n'est pas centré sur la destruction d'un grand méchant pour apporter la paix. Non, il s'agit ici tout simplement de l'histoire d'un guerrier sans but qui décide de soutenir un meneur dans sa soif de pouvoir. Avec une réflexion sur la part sombre de l'âme humaine. L'ambiance fantasy médiévale chevaleresque devient peu à peu plus lourde, plus obscure, avec l'arrivée des éléments surnaturels. Le scénario insiste surtout sur un trio de personnages. Guts, le guerrier rustre, Griffiths, le meneur dont les intentions sont de plus en plus obscures, et enfin Casca, la combattante au caractère bien trempé. Si le manga d'origine est une référence incontestable du manga de Dark Fantasy, l'anime a plusieurs défauts importants. La qualité d'animation est terriblement pauvre et lente, elle était déjà triste à l'époque, alors aujourd'hui, par contre les décors sont plutôt réussis. En plus de la lenteur visuelle, il y a également de nombreux moments de blanc dans le scénario. Comparé au manga, on peut noter que les thèmes de l'amitié et de l'ambition sont plus accentués, alors que la causalité et le surnaturel ont été réduits, ainsi que la suppression de certaines des scènes les plus violentes. Perfect Blue commence comme une histoire plutôt simple racontant la nouvelle vie d'une jeune fille arrêtant sa carrière de chanteuse pop adulée pour devenir actrice. Évidemment, ça n'en reste pas là. Le film nous plonge rapidement dans une histoire sordide où il est question d'un assassin psychopathe qui traque l'héroïne. Perfect Blue explore la psyché humaine à travers son héroïne jugée de toutes parts par la société et consciente des sacrifices qu'elle doit faire pour exister dans un univers sans scrupules. Le film se voulant une critique de la société de consommation japonaise. Les thématiques du film explorent la perversion de l'être humain pour créer un profond sentiment de malaise. La grande force de Perfect Blue est de nous faire ressentir le calvaire de l'héroïne qui ne sait plus où est la réalité et l'illusion. Utilisant des plans faussement similaires, des éclipses entrecroisées, des répliques répétitives, nous entraînant dans une confusion totale. La mise en scène dépeint un univers cruel avec des techniques de mise en scène perturbantes et une colorimétrie souvent volontairement très terne, bien que les graphiques ne soient plus tout jeunes. S'ajoutent des meurtres particulièrement gore et des techniques de mise en scène qui rendent le tout très brusque. Perfect Blue est considéré comme brillant, profitant de thèmes complexes et donnant à réfléchir. Mais également pour certains le genre typique des animes avec du sexe et de la violence gratuite. L'histoire tourne autour de Dee, un demi-vampire engagé pour retrouver la fille d'une riche famille qui a été kidnappée par un vampire. Le film mélange mythe du vampire, touche de western et de science-fiction, de l'action et un héros charismatique. Le récit est simple et linéaire, mais parfaitement efficace. D'abord parce que visuellement c'est magnifique malgré que le film n'est plus tout jeune, mais également parce que Kawaji n'a pas oublié de soigner l'ambiance tout en offrant un rythme soutenu. Le tout servi avec une musique envoûtante qui s'accorde parfaitement avec l'ambiance. Ambiance qui est sombre et pessimiste, mais également mélancolique et envoûtante. Le vaste univers du film est peuplé de créatures hideuses ou superbes avec des personnages intéressants et travaillés. Enfin, autant que le permet le format film. Mais parmi tous les personnages, Dee se démarque évidemment. Il est l'incarnation du vampire romantique gothique, silencieux, calme, mélancolique, rongé par un passé mystérieux et luttant contre ses pulsions. Il est à la fois charismatique et inquiétant. Vampire Hunter D est un régal pour les yeux et les oreilles et satisfera aussi bien les amateurs d'horreur fantasy que d'action. Lucy est une Diclonius devenue amnésique suite à une blessure reçue pendant son évasion d'un laboratoire gouvernemental. Elle a alors développé une double personnalité, aussi entre gentille fille de 15 ans et tueuse sanguinaire. Cet anime a toujours été sujet aux polémiques avec ses très nombreuses scènes de gore et de nu pas forcément justifiées. Pourtant, pour Mamoru Kanbei, c'est une histoire d'amour et son objectif était d'amener le spectateur aux larmes. La plupart des épisodes contiennent de la violence graphique, du sang, du gore ainsi que de la violence psychologique. La scène de l'évasion est particulièrement connue pour sa nudité, sa violence graphique et ses thèmes transgressifs. Kanbei a déclaré qu'il voulait interroger sur les problèmes liés à la discrimination. Les atrocités commises par Lucy seraient donc influencées par la façon dont les gens sont traités par leurs semblables. Malheureusement, si l'on peut accepter les explications de Kanbei pour la violence, il n'en est pas de même pour les nombreuses scènes de nudité. Aucunement justifié cette fois. L'anime tente de trouver un équilibre entre ces thèmes sombres et la romance en ajoutant plus de la comédie. Mais il lui manque une intelligence, une construction des personnages et une envergure.
D'ailleurs, l'équipe de production avoue avoir laissé de côté des détails importants qui auraient pu permettre de rendre la série plus émotive. Mais quoi qu'on en dise, l'anime a marqué les esprits et reste encore aujourd'hui un anime qu'il faut connaître. L'anime raconte les histoires de personnes tentées de faire appel à la fille des enfers pour que celle-ci envoie en enfer la personne choisie. Évidemment, ce service n'est pas gratuit et l'âme du commanditaire sera également envoyée en enfer à la fin de sa vie. Si l'animation n'est pas exceptionnelle, le graphisme fin associé à une palette de couleurs vives et les effets de lumière rendent le tout très esthétique. Mais la qualité majeure de la série, c'est son ambiance très horreur à la japonaise quand le quotidien plonge dans l'infernal. Il est souvent question d'une pression, que ce soit le harcèlement scolaire, du chantage ou encore une situation familiale difficile. Comme pas mal d'autres animes du genre, La Fille des Enfers cherche à montrer les nombreux travers de la société japonaise moderne, avec un certain rôle moralisateur. Malheureusement, l'anime possède un gros défaut, un scénario terriblement répétitif. Chaque épisode raconte une nouvelle histoire de vengeance sans lien entre elles, mais se déroule toujours de la même façon. Les épisodes se suivent et se ressemblent, les mêmes scènes, les mêmes répliques. Seule la situation change, mais même là, certaines finissent par se ressembler. Au final, La Fille des Enfers est une série où il vaut mieux ne pas enchaîner les épisodes trop rapidement. Comme il n'y a pas vraiment de fil conducteur, son intérêt dépend uniquement de notre ressenti et de notre sensibilité personnelle par rapport à la situation de chaque épisode. Saya semble être une lycéenne ordinaire, bien qu'elle souffre d'amnésie. Mais sa vie heureuse est brisée quand elle est soudainement attaquée par un monstre. Elle apprend alors qu'elle est la seule à pouvoir les vaincre et entreprend un voyage pour débarrasser le monde de la menace et retrouver son identité. Blood Plus a été inspiré par le film d'animation Blood The Last Vampire, mais il n'y a pas vraiment de rapport. Il s'agit d'un spin-off et non d'une suite, alors il peut être regardé indépendamment. Un anime sur une fille qui combat des monstres, c'est pas vraiment l'anime le plus original de cette vidéo, mais il mérite quand même une petite place. Ce n'est pas un anime avec juste une suite de combats, c'est une histoire d'émotion et de résolution. C'est à la fois une grande aventure autour du monde avec de l'action, mais aussi une œuvre qui peut être dure et sombre. À la fois complexe, mais suffisamment simple pour être suivi sans trop réfléchir, et où la distinction entre le bien et le mal n'est pas toujours très claire. Malgré ces 50 épisodes, le scénario n'a pas trop de temps mort et l'intrigue va de l'action pure à la romance et à la comédie. Malheureusement, l'anime souffre de plusieurs défauts typiques des longues saisons. À savoir des épisodes avec des intrigues qui ne servent pas le scénario principal, et un manque d'animation, c'est assez regrettable dans un anime avec beaucoup de scènes de combat. La famille Helsing doit faire face à une prolifération de vampires artificiels qui sèment la terreur dans tout l'Angleterre. Pour faire face, elle peut compter sur son arme ultime, Alucard. Par hasard, voilà notre anime de vampire qui est tout simplement l'exact opposé du précédent. Cette version Ultimate étant totalement incomparable avec l'anime de 2001, je ne vais pas les comparer. Pas à cause du changement de studio, des quelques années de décalage ou qu'il est plus fidèle au manga de base, non. Son avantage c'est surtout d'être une série d'OAV permettant donc une animation soignée, mais surtout dans le cas présent un contenu inimaginable à la télévision. Helsing Ultimate c'est de la folie et une barbarie décomplexée, avec des massacres mêlant armes de gros calibre, membres qui volent et fontaines d'hémoglobine sous pression. Voir un monstre immortel combattre des hordes de zombies, de nazis, de prêtres fanatiques, ce n'est pas très courant, même dans l'animation japonaise. On a même droit à quelques scènes d'humour improbables et totalement surréalistes. On retrouve un Alucard toujours aussi charismatique et effrayant et même complètement fou. Ne t'attends pas à un personnage compatissant ou honorable. Tu l'auras probablement compris, le scénario est ici secondaire. Il n'y a ni sens profond ni morale, uniquement une violence décomplexée. Le début peut paraître, comment dire, trop normal. On découvre la vie normale d'un adolescent normal dans un village de campagne normal avec des amis sympas, mais normaux. Du coup, forcément, on se demande un peu sur quel genre d'anime on est tombé. Et là, on arrive à la fin du premier arc et on comprend tout de suite bien mieux l'aspect du coffret DVD. Higurashi est un anime qui réunit une ambiance unique, mélangeant comédie tranche de vie, paranoïa, folie, gore et chara design kawaii dans un univers sérieux et angoissant. Le côté kawaii est détourné, mais sans devenir caricatural comme d'autres animes, et ajoute finalement énormément à l'ambiance. Le simple fait de voir des personnages mignons sombrer dans une folie extrême, démembrer, torturer leurs semblables, rend cet anime totalement unique. Mais Higurashi ce n'est pas du gore juste pour du gore.
C'est un anime de mystère, on cherche à comprendre pourquoi cette fille mignonne et gentille, il y a 30 secondes, est en train d'agiter une machette avec un rire à glacer le sang. Le découpage du scénario peut surprendre puisque chaque arc de 4 à 5 épisodes montre une histoire qui semble sans lien avec les autres. Les arcs semblent recommencer dans un cycle immuable de meurtres toujours plus sanglants. Mais chaque arc révèle quelques indices, on imagine alors une théorie qui sera brisée l'épisode suivant avec un nouvel élément totalement inattendu. En plus de ça, les personnages sont totalement instables, rendant les rebondissements surprenants et imprévisibles. Dans la première saison, on cherche à comprendre la logique, on cherche à comprendre le pourquoi. Et bien qu'à la fin on ait quelques réponses, on est encore loin du compte. Car finalement, Higurashi ne prend vraiment de sens qu'avec le début de la seconde saison, en changeant de perspective pour nous faire comprendre enfin comment tout est lié.